Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 7e épisode de notre format Nos jeux testés décortiqués, le format dans lequel je vous présente certains concepts de jeux hyper casual qu'on a pu créer par le passé, il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années. En l'occurrence, dans cet épisode, je vais vous présenter deux jeux qu'on a créés il y a 1 an et demi, 2 ans, à savoir à gauche Pipe Colors et à droite Swing and Break. Tu remarqueras qu'il y a deux vidéos, on a fait un A/B testing, version 1, version 2, qui sont quand même très différentes même si c'est le même gameplay. Donc je vais te présenter dans cet épisode en deux parties. Alors dans la première partie de cette vidéo, je vais te présenter un petit peu les enjeux techniques qu'on a pu avoir pour réaliser ces deux concepts, les difficultés qu'on a rencontrées, au contraire les belles surprises qu'on a pu avoir également. Et dans une seconde partie de la vidéo, je vais te présenter les résultats des tests d'acquisition de ces deux jeux. On a testé ces deux jeux-là sur le marché US sur la plateforme iOS uniquement. Et on a observé du coup les coûts d'acquisition, les rétentions et certaines métriques. Dans la seconde partie, je te présenterai donc les résultats de ces tests, à savoir les coûts d'acquisition et la rétention. Donc reste bien jusqu'au bout. Allez, on attaque. Alors les amis, je vous propose qu'on commence avec Pipe Colors à gauche. J'ai eu une remarque dans les commentaires récemment comme quoi on ne voyait pas très bien les vidéos à l'écran, donc j'ai essayé de changer un peu mes éclairages, mais je vais voir avec mon monteur, si jamais ça ne passe pas bien, on vous mettra une vidéo du jeu en plus en superposition de l'écran. Donc du coup, à gauche, comme tu peux voir, on a appelé ce jeu-là Pipe Colors. Il y a des pipes, il y a des couleurs. On a fait simple. On est resté sur des tendances de l'époque très abstraites, un dégradé dans le background, quelques effets de particules très discrets. Et comme tu peux le voir pour le gameplay, le but du jeu est d'empiler chaque étage en essayant de correspondre le mieux possible à l'étage précédent, la couleur de l'étage précédent. Et on a un nombre d'étages à poser à chaque fois par partie, par level. Et c'est comme ça qu'on a créé notre leveling. Donc notre leveling. Alors les amis, je vous propose qu'on attaque par le premier jeu à gauche, à savoir Pipe Colors. Pipe Colors, c'est un jeu qu'on a créé il y a près de 2 ans, un peu moins de 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans. Et comme tu peux voir, le gameplay est assez simpliste. On doit empiler des étages les uns sur les autres en faisant en sorte que l'étage qu'on est en train de poser et le précédent correspondent le mieux en termes de placement, d'orientation. Donc le joueur contrôle la rotation de la base et doit faire en sorte de bien positionner la base pour que la pièce qui tombe, qui elle ne tourne pas, se corresponde le plus possible au modèle de la pièce du dessous. Évidemment, si on est très proche du résultat, on a une colorisation en jaune, une sensation de perfect parce qu'on a 95% de précision ou plus. Maintenant, si on se rate, si on est en dehors de cette précision-là, on n'a pas cet effet jaune avec ces cubes qui se cassent, qui sont le côté récompensant du perfect. On a quelque chose de plus simple, mais la partie n'est pas perdue. On n'est pas sur un jeu punitif non plus. Et donc, comme tu peux voir, en termes de gameplay, on est sur quelque chose de simple. En termes de réalisation technique également, c'était pas le jeu le plus complexe qu'on ait eu à faire en termes d'input, de player controller et tout ça. C'était pas les choses les plus complexes. À la limite, ce qui pouvait être un peu plus complexe, c'était d'anticiper la génération de nos patterns et donc prévoir une structure dans notre projet qui nous permette d'avoir cette liberté de création et également une facilité de création. Donc l'idée, nous on essaie toujours de faire en sorte que les développeurs gameplay puissent se focus à fond sur les features gameplay, mais que n'importe qui de la boîte, même moi, qui ne suis pas développeur de formation, que je puisse créer un maximum d'éléments pour venir amener plus de level design, plus de game design vis-à-vis des features qu'on a déjà créées. Et en termes de level design, voilà, travailler avec ce que les développeurs ont pu mettre en place pour chaque feature. Donc là, ce qui était cool, c'était qu'on pouvait définir le pattern qu'on voulait sur une subdivision maximum, je crois que c'était 36 au maxi, sur des portions de 10 degrés, et donc on avait le choix de faire plus, là par exemple c'était quasiment 90 degrés, c'est pour amener plus de facilité pour le joueur également. Donc il y a des sections qui demandent plus de précision que d'autres. Mais voilà, donc en termes de réalisation technique, on n'a pas poussé le truc hyper loin non plus. Comme tu peux voir, on a quand même bossé un petit peu l'UI pour donner un peu de feedback, donc c'est des choses assez simples, hein. On a le level en cours, on a le score de la partie en cours, et on a le nombre de lignes à poser pour le level en cours. Donc c'est des choses qu'on verrait peut-être différemment aujourd'hui, c'est un peu chargé en termes textuels, aujourd'hui on pourrait le voir différemment, mais à l'époque il y avait beaucoup de jeux qui faisaient ce genre de choses, donc on avait surfé sur ces tendances là et on était quand même sur quelque chose d'assez simple pour donner un peu de feedback et de progression. Donc voilà pour Pipe Colors. Et dernière petite remarque, tu remarqueras que je parle souvent de dégradé de couleurs, de fog ou de choses comme ça dans les différentes vidéos de la chaîne. On a repris ces idées là, on a mis un petit fog ici pour que les pipes rejoignent la couleur du background. Tout ça c'est fait de manière procédurale, c'est-à-dire qu'on a des color managers, des scripts qui nous permettent de lier toutes les couleurs du jeu d'un coup. Et donc on crée directement nos palettes de couleurs à cet endroit-là. Ça permet de faciliter et de créer un peu d'émerveillement, de surprise et de nouveauté dans l'expérience de jeu. On n'a pas toujours le même visuel. Même si là, c'est qu'une vidéo, donc c'est toujours la même partie qui boucle, donc tu vois pas les autres couleurs. Donc voilà pour Pipe Colors. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de ce jeu-là en commentaire de la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir de savoir ce que tu penses de cette réalisation ou du concept du jeu. Et il me semble qu'à l'époque, on devait être en train de travailler sur revisiter Stack de Ketchup, que tu dois connaître aussi. Je te mettrai peut-être un extrait à côté de moi.
un des jeux les plus connus en termes d'hyper casual, celui qui a vraiment participé au lancement des tendances hyper casual des dernières années. Et donc on avait essayé de revisiter le côté stacking, la mécanique de stacking, avec quelques éléments de gameplay supplémentaires. Donc c'est évidemment pas un stack, mais ça s'en rapproche un petit peu dans la logique du jeu. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur Pipe Colors, un projet qu'on a mené correctement. À l'époque, on était aussi avec des stagiaires qui avaient peu d'expérience, mine de rien, encore en études assez jeunes, et c'était des stagiaires qui avaient mené ces projets-là en étant accompagné par Florent, qui était déjà développeur chez moi à l'époque et qui est toujours là. Donc voilà un petit peu pour Pipe Colors. Je reviens dans la seconde partie de la vidéo sur les résultats des tests de ce jeu après. On va s'intéresser à Swing and Break. Comme tu peux voir, il y a deux versions, version A, version B, ou version 1, version 2. Celle-ci est un peu plus polish en termes de visuel, en termes d'immersion, en termes de sensation de swing, alors que celle-ci est un peu plus brutale. On voit qu'il y a un côté shaking de caméra qui est peut-être très intense au moment où on brise les barrières, alors qu'ici c'est beaucoup moins. On a l'impression de traverser dedans et d'éclater tout le système. Donc on a un peu deux expériences de gameplay différentes en termes de game feel. Et c'était très intéressant de pouvoir faire un A/B testing là-dessus. Comme tu peux voir, on reprend la même logique. Hein. Ici, il y a des zones qu'il ne faut pas toucher, ce sont les poteaux. Il y a des zones qu'il faut toucher, c'est les jaunes. Et les grises au milieu, ou les blanches, un peu qui étaient censées être brillantes, mais qui ne sont pas rendues brillantes, sont censées être les perfects. Et ici, on a switché un petit peu le délire. On a plutôt fait les perfects en vert avec un VFX qui mène une sorte d'aura pour attirer l'attention là-dessus. On a mis les barres qui te tuent en rouge pour avoir vraiment le côté punitif, et les barres noires sont des barres qui ralentissent le joueur mais qui ne le font pas perdre. Et donc l'idée, plus on enchaîne des zones perfectes, plus on gagne de la vitesse et du combo effet. Donc on peut aller plus loin, on peut vraiment gagner en puissance, et ça donne une sensation de vraie progression, de vitesse, d'immersion un peu plus grande. Et on a même des VFX sur le player qui changent petit à petit en fonction du niveau de combo dans lequel on est. Si on peut aller jusqu'au combo 4, on a un VFX type 4. Si on peut aller jusqu'au combo 3, on aura un VFX type 3, et ainsi de suite. Et donc on a vraiment une sensation de progression. De même, toute la couleur d'ensemble du projet change en fonction du niveau de combo dans lequel on est. Là on est dans le combo maxi, c'est le côté un peu fever, c'est le côté maximum, on est dans un thème un peu feu, lave, evil. Et ça donne un petit côté sexy, sympa au jeu. On a également la sprite de fin, la ligne d'arrivée qui spawn d'un coup comme un portail finalement, et donc c'est un peu des trucs abstraits, c'est pas une ligne d'arrivée comme un runner classique, mais on a voulu travailler sur cette sensation. L'idée c'est vraiment d'avoir une sensation à la Spider-Man et d'avoir vraiment ce côté balancé, d'avoir une mécanique de jeu, de contrôle qui soit assez intuitive. Ça c'était pas le plus simple non plus, on s'est vraiment cassé la tête sur celui-ci en termes de réalisation de ce game feel. Est-ce qu'on le fait en physique, est-ce qu'on le fait en scripté, de comment on le fait si on le fait en scripté, quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer, parce que souvent l'erreur qu'on peut faire c'est de mettre plein de paramètres en entrée et se retrouver avec une usine à gaz à régler, et finalement on n'arrive jamais à avoir un game feel qui est agréable et qui est sympathique pour le joueur. Faut pas oublier que les joueurs jouent si le game feel est agréable, si le gameplay est intuitif, sexy, émerveillant et compagnie. Donc il faut qu'on travaille cette sensation-là en permanence. Donc voilà un petit peu les deux versions. Comme tu peux voir, elles sont basées sur le même gameplay. On a un peu les mêmes feedbacks en termes d'UI avec le côté leveling, level en cours, level prochain, la progression sur le level dans les deux cas. Ici, on l'a peut-être un peu plus retravaillé pour le rendre un peu plus sexy, un peu plus moderne. On a un peu d'underlay sur les polices. Voilà, c'est plein de petites choses en plus qui amènent un petit peu de contraste dans la lisibilité, un peu plus de polishing et globalement une meilleure qualité perçue. Et c'est important la qualité perçue aussi parce que c'est la valeur perçue par le joueur. C'est-à-dire que même si le jeu est pas digne d'un grand studio AAA, il y a une expérience sympa, ça montre quand même un niveau de qualité qui est peut-être plus important. Maintenant, attention, petite remarque, parfois les versions plus simplistes comme ça, qui ont l'air peut-être moins polish, peuvent aussi parfois donner de meilleurs résultats. Pourquoi? Parce que peut-être que l'attention du joueur est encore plus concentrée sur certaines choses, plutôt qu'ici il y a beaucoup de choses à regarder, tout attire l'œil. Donc il faut être prudent quand on fait du polishing là-dessus. Rajouter pour rajouter ne veut pas dire gagner, parfois ça veut dire perdre, donc, et même assez souvent. Donc il faut rester quand même dans la lisibilité la plus claire possible du jeu, ou de l'objectif du jeu et du gameplay. Voilà un petit peu ce que je voulais te présenter du coup sur les enjeux techniques de ces deux projets, sur les réalisations qu'on a pu faire. Je vais donc maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, te partager les résultats du test qu'on a pu faire sur le pays US, iOS uniquement. Du coup, on va reprendre Pipe Colors. Pipe Colors, on l'a testé donc il y a 18-24 mois environ, et à l'époque, on avait pu obtenir en termes de coût d'acquisition 70-75 centimes. Donc un coût d'acquisition assez élevé, encore plus élevé pour l'époque, et donc c'était pas génialissime. Et en rétention, en termes de rétention, on avait pu avoir une D1, donc le nombre de joueurs actifs après 24 heures de téléchargement. Et en rétention, à la D1, donc à savoir 24 heures après les téléchargements, on a 28% des joueurs qui sont encore actifs. Et pour la D7, donc après une semaine après le téléchargement, on a plus que 3% des joueurs qui sont actifs. Donc c'est des stats qui sont pas terribles pour l'industrie de l'hyper casual. Elles sont pas non plus nulles pour un premier test. Elles peuvent donner déjà des indications pour des axes de progrès, également des points de vigilance.
Donc c'est toujours des bonnes sources d'apprentissage de faire ces tests très tôt dans les process, mais ça ne veut pas dire qu'on va isoler tout de suite un hit game. Et en l'occurrence, vis-à-vis du coût d'acquisition, vis-à-vis des rétentions, celui-ci n'est pas un hit game potentiel très fort. Il peut éventuellement générer des rentabilités si on arrive à baisser le coût d'acquisition et augmenter un peu la rétention, mais c'est pas un projet hit game avec un énorme potentiel. Donc voilà ce que je voulais te partager. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses. Est-ce que tu avais imaginé avoir des rétentions plus importantes, plus faibles, un coût d'acquisition plus important, plus faible? Je serais curieux de te lire dans l'espace commentaire. Maintenant, pour ce qui est de Swing and Bike, comme tu peux voir, on a testé deux versions. D'abord une V1, après une V2. Et pourquoi on a testé une V2? Tout simplement parce que la V1, on était très étonné des datas qu'on avait eues. Étonné dans le sens négatif, encore une fois. Malheureusement, on n'a pas été encore très agréablement surpris. Ça nous arrive parfois, mais c'est assez rare. Évidemment, on est sur un business à hit. Donc il faut produire en masse pour avoir des concepts qui sortent du lot. Et donc sur la V1, on avait pu avoir aux alentours des 70 centimes de coût d'acquisition également, et aux alentours des 14% des 1 et 2% des 7. Autant te dire, une des rétentions les plus basses de l'ensemble des concepts qu'on a pu tester depuis nos débuts. Donc très déçus. Nous on était contents, alors peut-être parce qu'on a mis beaucoup de temps quand même à créer ces game fields et autres. Ça a été une bonne prise de tête. Quand je dis beaucoup de temps, c'est quelques jours supplémentaires parfois sur un projet. Ça a été beaucoup d'engagement pour nous, beaucoup de réflexion. Donc peut-être qu'on a été déçus moralement vis-à-vis de l'engagement qu'on avait pu donner dedans et de la sensation qu'on en avait avant de le lancer en test. Du coup on s'est dit peut-être qu'on a un manque de lisibilité, peut-être que l'aspect progression ici est pas lisible du tout, on est trop sur des teintes identiques. Pourquoi on n'essaierait pas de faire une variante en gardant le même gameplay, peut-être en essayant de tirer des conclusions de ce côté shaking un peu brutal au centre et donner quelque chose de plus puissant en termes de vitesse, en termes de sensation de balancier. Et on est donc parti sur cette V2 et on a discuté, on a décidé au passage dans cette V2 de faire un polishing visuel et de changer complètement notre logique de visuel du jeu, même si on reste sur à peu près la même direction artistique très abstraite et très simpliste. Mais il y a quand même une belle différence entre les deux. Et donc cette seconde version, on a pu obtenir un CPI à 55 centimes, donc on a gagné entre 15 et 20 centimes de CPI, ce qui est pas dégueu, franchement, c'est déjà une bonne performance. Et en termes de rétention, on a quasiment doublé, parce qu'on est passé de 14% des 1 et 2% des 7 ici, à 27% des 1 et 3% des 7. Donc on a quand même eu une bonne progression, et ça fait plaisir, parce que ça nous permet de voir que selon les décisions qu'on prend, on a un réel impact sur les datas de nos jeux. Moi, je t'invite sérieusement à faire de l'A/B testing, à pas perdre trop de temps non plus à prévoir tous les A/B tests que tu peux, mais peut-être quand tu développes ton jeu, ton concept avant de le tester, n'hésite pas à passer 1 ou 2 jours de plus pour faire une variante de ton jeu et tester les deux en parallèle. Ça te permettra de savoir laquelle a le plus de potentiel de pouvoir réussir, de séduire les joueurs, et ça va donner des réponses à tes questions. On peut se baser beaucoup sur l'intuition, c'est beaucoup d'intuition, on crée des choses, on invente de nos têtes, même si on s'inspire d'autres jeux et qu'on fait du reverse engineering et autres. À un moment, c'est cool d'avoir du factuel pour clarifier ce qui se passe dans notre tête et qu'on amène un peu de sens dans nos décisions et dans notre process de production. Donc je t'invite sérieusement à faire de même. Et puis moi j'ai été ravi de te présenter nos deux concepts qu'on a fait il y a 18-24 mois. Deux concepts qu'on a vraiment apprécié faire dans différents contextes, avec différents profils. Celui-ci c'est Flo qui l'avait fait à l'époque. Celui-ci c'était plutôt des stagiaires qui étaient chez nous avec plus ou moins d'expérience en développement informatique ou sur Unity. Toujours épaulé par Flo évidemment à l'époque, et même d'autres développeurs que j'avais à l'époque mais qui sont plus dans l'entreprise, et c'était une phase très intéressante. Donc malheureusement ces deux jeux-là nous ont pas permis de faire des hit games, mais nous ont permis par contre d'apprendre beaucoup de choses et de surperformer encore davantage dans les projets qui suivent, parce que chaque fois qu'on fait un projet, on apprend des choses qui pourront nous servir pour les suivants, en termes de structure, en termes d'architecture des projets, en termes de modularité, en termes de game feel, en termes de tests. Bref, on progresse, et donc ça, il faut en tenir compte aussi, même si ce sont des échecs en soi, c'est pas des échecs à 100%. Voilà ce que je voulais te partager, j'espère que cette vidéo, cet épisode 7 t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de ces vidéos, du format aussi, si tu as des petits conseils pour améliorer la lisibilité des jeux que je te présente, ou autre, ou de ce que je te partage. Et n'hésite pas non plus à me donner ton avis ou poser tes questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à cliquer sur le bouton rouge sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous avoir dans la communauté. Et nous, on se retrouve dimanche pour la prochaine vidéo, vendredi prochain pour l'épisode 8 de ce format. C'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games, en direct des locaux à Cannes. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!